Madame la vice-présidente, merci mes marraines, merci Monsieur le Président, Mesdames et les académiciens. Alors, je ne déclare aucun conflit d'intérêts et tout à l'heure vous le comprendrez d'autant plus. Alors, en introduction, nous nous intéresserons aux déterminants de la dépendance aux opiacés. Ensuite, on abordera les comportements addictifs ainsi que leurs conséquences. Et enfin, on parlera de la prise en charge actuelle de l'addiction aux opiacés. Je développerai par la suite le cadre éthique général de la prise en charge du patient dépendant aux opioïdes en médecine générale, puis nous détaillerons du point de vue de l'éthique les méthodes de suivi qui seront déclinées sur 2 focales, comme le disait tout à l'heure notre vice-président, la substitution et le sevrage. Et enfin, nous terminerons par les aspects médico-légaux de l'addiction en nous intéressant d'une part aux patients et d'autre part aux médecins. Et dans la dernière partie, nous discuterons et conclurons. Alors, l'éthique. J'ai vu tout à l'heure que M. Claude Durier était présent en distanciel, éminent spécialiste de l'éthique. Et d'après le Larousse, on définit l'éthique comme l'ensemble des principes moraux qui sont à la base de la conduite de quelqu'un. Mais la haute autorité de santé souligne bien le fait qu'il n'est en théorie pas possible ni de définir ce qu'est l'éthique en général, ni de préciser quels en sont les contours par rapport à ceux qui relèvent de la morale, comme ça a été dit tout à l'heure dans le débat. Quoi qu'il en soit, on ne peut pas parler d'éthique sans faire référence au concept de la morale, du droit, de la déontologie, ainsi qu'aux différentes notions de pratique et de responsabilité professionnelle. Les articles R41-27, 2, 3, 7 et 35 du Code de santé publique soulignent respectivement, je ne les ai pas détaillés en entier, rassurez-vous, le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité, le respect des principes de moralité, probité et dévouement, l'écoute, examen, conseil ou soin avec la même conscience pour toute personne et obligation d'une information loyale, claire, appropriée. Les comités d'éthique locaux, régionaux, nationaux ont été créés auxquels nous soumettons les divers protocoles d'essais thérapeutiques que nous mettons en œuvre. Enfin, 15 principes d'éthique ont été rédigés dans le cadre de la Charte européenne d'éthique médicale. L'éthique est au centre de la prise en charge d'un patient dépendant, qui n'est pas un patient comme les autres. Cet accompagnement du patient dépendant aux opiacés nous impose une exigence de qualité, une disponibilité renforcée, sans pour autant perdre ses repères et son identité de soignant. Donc, en vertu du serment d'Hippocrate, les médecins ont pour devoir éthique de soigner toute personne qui en aurait besoin. Or, concernant les patients dépendants aux opioïdes, alors parfois je dis opiacés, opioïdes, c'est parce qu'en fonction de la vision anglo-saxonne ou française, mais la terminologie cible les mêmes molécules, j'y viendrai tout à l'heure. Les données montrent que seuls 2 médecins généralistes sur 3 les prennent en charge. Cette statistique relève bien du fait du tri. Ce tri qui implique le refus de prise en charge se heurte à un problème éthique où la diversité de la médecine générale entre ici en tension avec l'universalité d'une médecine de première ligne.
Cette pratique du tri est justifiée par l'organisation de travail d'un cabinet de médecine générale, d'un rapport au savoir et à l'incertitude, d'une pression de la patientèle vis-à-vis des patients dépendants et de la crainte du détournement de leurs prescriptions. Ainsi, on retrouve une tendance majoritaire dans laquelle les prescripteurs ont pour option de choisir leurs patients substitués afin de les intégrer dans le cadre de leur mission quotidienne. Ces critères sont regroupés sous le terme de contrat, dont les caractéristiques varient en fonction de la personnalité du médecin et de son seuil d'exigence. Une fois ce contrat accepté par les deux parties, la relation médecin-patient dépendant se construit par l'intermédiaire de nombreuses étapes. Des premières rencontres, dominées par l'incertitude du médecin à accorder sa confiance, aux consultations de routine, dans un climat plus serein, en passant par des épisodes charnières de négociations dont l'issue peut affecter la suite de la prise en charge et pour finir un accord commun qui optera à l'interruption des échanges et donc à la fin de la prise en charge. Les mécanismes addictifs trouvent leur corollaire dans les mécanismes neurobiologiques, dont il y a d'éminents spécialistes dans la salle. Le circuit de la récompense est le modèle neurophysiologique de la dépendance, dont l'effet gratifiant des drogues est dû à leur capacité à majorer la libération de dopamine. Le circuit de la récompense comprend, comme vous le voyez sur le schéma, l'aire tegmentale ventrale, le noyau accumbens et le cortex préfrontal. Ce circuit neuronal a pour objet de répondre à des besoins physiologiques et non pas à être surstimulé artificiellement par des substances chimiques qui se traduit par le mécanisme d'addiction et le phénomène de craving. Les opioïdes sont présents naturellement sous la forme d'opioïdes endogènes. Les voies dopaminergiques jouent un rôle important dans la dépendance aux opioïdes qui a été décrite dans le modèle dit de désinhibition. Ce modèle met en jeu la queue de l'aire tegmentale ventrale qui, inhibée, entraîne une suractivation du circuit de la récompense. Les conséquences somatiques, psychiatriques et socio-économiques sont nombreuses. Sans être exhaustifs, nous pouvons les scinder en deux complications, somatiques en deux groupes. Pour le somatique, c'est les pathologies non transmissibles, incluant les pathologies cardiovasculaires, neurologiques, cutanées, les pathologies transmissibles, elles dominées par les hépatites et le VIH, qui ont conduit à aussi des modifications de nos pratiques. Quant aux troubles psychiatriques, leur survenue est préférentiellement dépendant de la substance consommée. Enfin, les dommages sociaux liés à la consommation de produits addictogènes sont nombreux, avec les conditions de précarité, l'exclusion sociale et les phénomènes de violence que nous voyons régulièrement dans les médias. Alors, les opioïdes ou opiacés sont classés en substances illégales, c'est une des classifications, l'opium, le rachacha, l'héroïne, et les opioïdes pharmacologiques, Madame Finance connaît ça mieux que moi, les analgésies opioïdes faibles et les opioïdes forts, avec des variables morphine-Klein qui vont de 1 à 1000, pour le fentanyl par exemple. Et les médicaments que j'ai mis un peu à part de substitution aux opiacés ou aux opioïdes, méthadone qui est un agoniste morphinique et la buprenorphine qui est antagoniste partiel. Donc, les choses évoluent même dans les définitions de la dépendance, puisque du DSM-4
au DSM-5, les choses ont changé et il y a eu 11 critères qui ont été définis pour des troubles liés à la consommation d'une substance qui sont regroupés en 4 catégories que je vous projette là. La réduction du contrôle sur la consommation, l'altération du fonctionnement social, la consommation risquée de la substance et les critères pharmacologiques de tolérance et d'apparition d'un sevrage à l'arrêt du produit. Et puis, les critères de gravité conduisent à des troubles légers, troubles moyens et troubles graves en fonction du nombre de critères. Alors la CIM, la classification internationale médicale 11, ça inclut dans les troubles mentaux, comportementaux ou neurodéveloppementaux. Je ne vais pas vous les détailler, mais juste pour vous donner une petite idée de l'arborescence. Et puis, on clique sur la zone et vous aurez sur Internet toute la spécificité du développement de la classification. Excusez-moi. Voilà. Donc, 2 stratégies soignantes, comme le disait Joël Ligazzolo tout à l'heure, principales. C'est la stratégie du sevrage. Et là, j'insiste un peu parce que la sémantique est importante. Il y a beaucoup de confusion dans la terminologie. Le sevrage, c'est l'arrêt complet ou partiel de la consommation d'une substance psychoactive. Donc, on arrête la substance. En anglo-saxon, c'est la detoxification. S'accompagnant d'un ensemble de symptômes de manque, c'est le syndrome de sevrage. Alors, rhinorrhée, diarrhée, douleur, anxiété, midriase, etc., etc., etc. Une bronchorrhée. Et la substitution, quant à elle, vient du latin substituere, qui signifie remplacer, mettre à la place. Donc, remplacer une substance chimique dangereuse ou potentiellement dangereuse par une alternative qui l'est moins. Alors, actuellement, l'organisation sanitaire dans la prise en charge addictologique est complexe, variée et je dirais mal connue. Le secteur médico-social spécialisé en addictologie comprend 2 structures, le XAPA et le CARUD. Le XAPA, c'est les centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie. Les CARUD, c'est les centres d'accompagnement, d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques chez les usagers de drogue. Donc, ils continuent à utiliser les drogues, mais on fait de la prévention sur les risques. Les secteurs hospitaliers, les consultations, les équipes de liaison en addictologie, l'hospitalisation de jour ou les hospitalisations classiques, et les services de soins de suite et de réadaptation en addictologie. Et la présence des associations des patients est importante et nous le reverrons tout à l'heure. L'organisation du secteur libéral est différente avec des médecins généralistes, certains médecins addictologues qui pratiquent de manière exclusive, les médecins psychiatres, les psychologues, les pharmaciens, les infirmières d'action de santé libérale en équipe qui font plutôt de la prévention, les infirmières de pratique avancée et les microstructures qui sont des petites unités où un médecin généraliste accueille dans sa structure un psychologue consultant ainsi qu'un travailleur social. Jusque dans les années 90, et principalement en France, c'était du tout sevrage et uniquement du sevrage. Soit en milieu hospitalier, soit en milieu ambulatoire, suivi ou non d'une post-cure. Et c'est là que moi j'ai découvert la prise en charge des patients toxicomanes. À l'époque, on définissait comme ça le terme. Puis, on est passé dans les années 90 aux tout-substitutions. Et donc, je vais passer tout d'abord par la substitution, qui est
totalement labellisé maintenant et structuré. L'argumentation en faveur de la substitution, c'est actuellement la thérapie la plus souvent recommandée. Les facteurs qui ont contribué à sa généralisation en France 94 et 96, c'est la politique de réduction des risques de transmission du virus VIH et des hépatites B et C. Une diminution des comorbidités, une possibilité d'un suivi médical régulier des patients, une meilleure prise en charge de ces comorbidités, le suivi de la grossesse avec des moindres risques pour le fœtus, mais j'y reviendrai tout à l'heure, la diminution des overdoses à l'héroïne, notamment, on verra tout à l'heure en cas de rechute, et la suppression de l'utilisation d'opioïdes illégaux. Donc, au départ, quand on a mis en route ces programmes de substitution, l'idée était d'arrêter progressivement cette thérapie substitutive dès que l'équilibre de la vie professionnelle, sociale, familiale et personnelle était retrouvé pour le patient, mais accompagné dans les recommandations d'un suivi psycho-socio-éducatif. En pratique, la plupart des patients sont maintenus actuellement sous substitution. On en suit qui ont 30 ans de substitution. Oui, et puis, bon, peut-être que s'il n'y avait pas eu ça, il ne serait plus là, hein. Je précise quand même. Avec un suivi psycho-socio-éducatif quasiment inexistant et en soins primaires. Et ça, sur le plan éthique, j'y reviendrai, ça pose des problèmes. En 2019, j'ai pris un ancien chiffre, juste avant la pandémie, parce qu'après, ça a été un peu plus compliqué. C'est 70 millions d'euros de dépensés par la Caisse nationale d'assurance maladie. Mais, la substitution est en train d'être remise en question en ce moment. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a des abus des opioïdes et en fait, on a une augmentation des décès par surdose ou abus de 20% entre 2011 et 2016 dans 25 pays de l'Organisation de coopération et de développement économique. Aux États-Unis, et vous avez vu les médias comme nous tous, hein, les reportages, je ne vais pas faire de pub pour certaines chaînes télévisées, mais avec des reportages conséquents et structurés, qui montrent aux États-Unis 2/3 des décès par overdose sont dus aux opioïdes de synthèse et dont le fentanyl en tête de liste. Au Canada, 80% des décès sont dus au fentanyl et en France, 45% des décès par overdose sont liés au traitement de substitution. Et là, ça commence à interroger sur le plan éthique. 13% pour nos prescriptions d'analgésiques opioïdes. Ça pose question et on y viendra tout à l'heure. Et l'héroïne représente quand même un quart, mais plus qu'un quart. Voilà une courbe qui illustre mes propos, mais je rajouterai à nos propos en Europe et notamment en France, c'est pas le fentanyl, c'est le tramadol, qui est un classe 2. Alors, du coup, ça remet en question aussi la substitution pour d'autres raisons. C'est déjà les répercussions des fonctions cognitives et psychomotrices. C'est-à-dire comment aider quelqu'un à discerner son choix de traitement s'il a une perturbation cognitive. Les répercussions somatiques, ça, comme tout médicament, il y a des risques, on est d'accord. Mais on a quand même des risques d'apnée du sommeil et de dépression respiratoire. Le reste est gérable et peu moins important. Puis on a des risques d'abus et de mésusage, puisqu'ils se revendent. Et s'ils appellent ça le B2, le B8, se revend très bien au marché noir. Et on a aussi des travaux qui ont montré qu'il y avait une altération des fonctions cognitives de l'enfant si le fœtus in utero a été exposé à la méthadone et à la buprenorphine. Pour le moment, très peu de travaux sont financés dans ce domaine et vous comprenez combien c'est compliqué de le faire sur le plan éthique. Donc, je vais insister un peu sur le sevrage parce que ça,
c'est ce que disait tout à l'heure Joël, ça sera un tout petit peu plus long parce que on revient un peu, vous savez, l'histoire des balanciers en médecine, on passe d'une extrême à l'autre et puis on essaye de trouver le juste milieu après. Alors, la réussite du sevrage, on sait qu'on a un consensus sur le traitement, c'est les alpha-2 adrénergiques et les médicaments symptomatiques. Maintenant, on adjoint en hospitalier de la naltrexone qui est un antagoniste, c'est pour plus rapidement mettre le patient en sevrage et ça réduit les durées d'hospitalisation. Il convient de définir un profil de patient éligible au sevrage ambulatoire, je vous dirai tout à l'heure, mais par contre, il y a des risques de contre-indication au sevrage à tenir, c'est la grossesse et les comorbidités psychiatriques. Et il y a aussi cet nécessaire accompagnement psycho-socio-éducatif qui est devenu une peau de chagrin au fil des années au moment de l'apparition de la substitution. Et les équipes se sont étiolées. Et il faut l'initier dès le début et le continuer à moyen et long terme. Alors, on a aussi des facteurs qui limitent. C'est la dépendance à d'autres substances. Et on n'a plus actuellement dans le monde de monodépendants. Et ça, c'est une difficulté. Le risque aussi en cas d'overdose récente, pourquoi? Parce que quand on sèvre un patient, le risque est là. C'est s'il reprend à la même dose qu'avant, il n'a pas eu le temps de tolérer son traitement, de retrouver une accoutumance et il reprend à la même dose et il risque une overdose. Donc, les facteurs médicaux limitants, je vous ai dit la grossesse, mais aussi l'allaitement, certaines comorbidités somatiques, l'agitation, la déshydratation sévère et les malnutritions sévères, ainsi que les antécédents d'infection par le VIH. Sur le plan psychiatrique aussi, c'est tous les troubles bipolaires, la dépression, les troubles anxieux, les troubles de perception émotionnelle et les troubles de l'interaction sociale. Mais ça, Joël peut développer mieux que moi puisqu'elle a travaillé là-dessus des années. Les facteurs sociaux, la précarité, un sans domicile fixe, un manque de soutien moral et social limitent le sevrage. Et il y a des âges de la vie, une période, ça a été montré sur le plan des différents travaux, c'est entre 18 et 25 ans. C'est pas le moment où il faut proposer un sevrage aux patients. Et les difficultés d'accès rapide au traitement et à l'accompagnement. Quand un patient va pas bien et qu'il a besoin d'un recours, s'il n'a pas un recours rapide, ben voilà. Donc, les critères d'éligibilité pour le sevrage, c'est l'accès rapide aux structures, l'accès à des soignants formés aux problématiques, le recours facile à un soignant pour évaluer les symptômes de manque et lui apporter une réponse, la possibilité d'avoir un second recours résidentiel, pas forcément hospitalier, et puis les associations d'anciens usagers et de la demande en ambulatoire d'un sevrage est possible si le patient le souhaite et dans un milieu de vie habituel, professionnel, familial, social, qui est soutenant. Donc, le sevrage, comme tout à l'heure, a aussi ses remises en question. C'est cette nécessité du suivi au long cours, le risque de rechute avec des risques d'overdose à la rechute, mais aussi il y a le corollaire des avantages, c'est se libérer d'une addiction, vivre aussi une vie sans addiction, et on a peu de travaux qui vont dans ce sens et qui sont financés pour évaluer l'impact du sevrage. Et aussi, la question de la demande du sevrage, mais j'y reviendrai tout à l'heure, souvent est balayée immédiatement dès que le patient se la pose. Les résultats de notre étude qualitative faite à Nancy
a bien souligné, faite auprès des médecins généralistes, a souligné la difficulté de la réalisation de ces sevrages en soins ambulatoires, la spécificité de l'approche à avoir, dont je vous parlais tout à l'heure en introduction, l'insuffisance des structures pluridisciplinaires et pluriprofessionnelles d'accompagnement, parce que elles ont leurs horaires de fonctionnement qui correspondent pas aux horaires du toxicomane ou du dépendant. La place prépondérante qu'occupent les traitements aux opiacés, et donc ils pensent avant à la substitution. Le sevrage est passé vraiment au second plan. On a par contre vu l'apparition dont on ne sait pas encore trop comment gérer, l'apparition des dépendances, notamment au fentanyl. C'est encore ambigu. Est-ce qu'on les passe à une substitution? Est-ce que ça, c'est encore pas tout à fait bien clair. La perception ténue des médecins généralistes du risque lié à ces traitements quand ils les prescrivent. Et ça, c'est vraiment un problème éthique. Le manque de structure de soins, le manque d'informations sur les dispositifs, vous avez vu tout à l'heure en introduction, c'est pour ça que j'ai fait 2 dias, pour vous montrer la complexité du dispositif et la nécessité de structurer ce dispositif de soins, et notamment pour faciliter le sevrage. Mais ils sont force de proposition, ces médecins généralistes, que je remercie, que je côtoie tous les jours. Ils ont une volonté de renforcer le dispositif d'accompagnement médico-social, hospitalier et ambulatoire dédié au sevrage, développer l'organisation des soins addictologiques par ces microstructures que je vous décrivais tout à l'heure, qui sont nées dans le Haut-Rhin et qui ont diffusé sur toute la France, et promouvoir une approche globale du patient, intégrer les associations de patients dans le dispositif et prescrire une activité physique adaptée pour ces patients pour qu'ils reprennent une notion du corps. Former des médecins à ces modalités, repérer les patients qui pourraient bénéficier d'un sevrage, leur profil, et libérer surtout du temps. Parce que la prise en charge d'un patient addict prend beaucoup plus de temps si on le fait bien et avec conviction qu'une simple consultation usuelle de soins primaires. Moyenne actuelle, c'est 20 minutes. Et là, on passe facilement une demi-heure à 3/4 d'heure. Voilà. Et donc, mettre aussi un dispositif de soutien par nos pairs, donc ça peut être au niveau ordinal, mais des gens qui soutiennent ceux qui s'impliquent parce que c'est fatigant et on se sent souvent seul quand on est face à ces patients. Donc, en conclusion, on doit nécessiter pour cette partie, je ne veux pas déjà finir, nécessité de repenser l'organisation addictologique, développer des structures dédiées avec des budgets spécifiques et évaluer le bénéfice en santé, l'impact social, sociétal et économique de la substitution et du sevrage en essayant de comparer. Alors, j'en viens aux réflexions éthiques. Alors, dans ce contexte-là, d'émergence, notamment des nouveaux utilisateurs de traitements opioïdes non prescrits, les questions se posent. Comment on prévient le risque d'abus lorsqu'une prescription d'opioïdes est nécessaire? Maintenant, on a des recommandations, durée courte, réévaluer l'étiologie pour laquelle on a prescrit, bien adapter l'indication du type dentalgique prescrit. Quelle est la meilleure option lorsqu'un médecin doit soigner ses patients dépendants? Pourquoi maintenant, automatiquement, on fait la substitution? Pourquoi je ne réfléchirais pas, moi, au sevrage? Et effectivement, quels sont les différents facteurs à prendre en compte? On en a abordé tout à l'heure quelques-uns. L'âge, on sait que certains âges, c'est pas possible. La grossesse en cours, voilà. Le contexte social,
la rechute, l'overdose, le profil de personnalité. Donc une partie a été déjà abordée dans cette phase préliminaire. Et comment permettre à chaque prescripteur de prendre conscience des enjeux éthiques. Alors c'est pas propre à ça, mais l'enjeu éthique lors d'une prescription, c'est notre quotidien, quelle que soit la prescription. Alors, matériel et méthode. C'est 35 ans de mon expérience de pratique clinique, de direction de travaux de thèse, de participation à des travaux de recherche en addictologie avec des publications. On a beaucoup de, je cite le professeur Lambert, qui maintenant est décédé, qui s'est beaucoup impliqué dans le domaine. Je cite Raymond Schwann, Jean-Pierre Kahn, Vincent Laprévotte, et bon, je les remercierai à la fin, avec qui nous avons vraiment compagnonné dans nos réflexions. Et puis, voilà, c'est le développement, comme le disait Joël, que je remercie vraiment, et la participation aux enseignements, non pas pour transmettre, mais pour recueillir en miroir les réflexions des praticiens et de nos étudiants qui sont souvent plus interpellants encore. Et les méthodes utilisées, c'est de la revue systématique de la littérature, des études qualitatives et quantitatives que nous avons menées. Donc, les résultats dans la prise en charge du patient dépendant aux opiacés en termes de substitution. Ils ont été jugés supérieurs par rapport aux anciennes politiques de santé publique centrées sur la répression et le sevrage. Ainsi, les traitements de substitution ont été plébiscités par le Comité consultatif national d'éthique qui précise dans son rapport les bienfaits de cette méthode. La demande de substitution vient parfois de leur entourage ou du médecin qui pose l'indication du traitement sans que le patient n'en ait fait le souhait. On peut se demander alors si le patient est tout indiqué pour avoir ce traitement, compromettant la liberté de ne pas le prescrire. À l'inverse, quand le patient demande avec empressement une prise en charge, cela se solde plus souvent par un échec. Dès lors, il est primordial d'avoir du temps de réflexion, aussi bien pour le patient que pour le médecin, afin de mettre toutes les chances de son côté. Les différents niveaux de tolérance vis-à-vis des patients nous questionnent dans le cadre dans lequel ces médicaments doivent être délivrés. La diversité des pratiques des médecins fait que les contraintes exercées sur les patients sont conditionnées par le seuil plus ou moins élevé d'exigence du prescripteur. Dès lors, la meilleure façon de procéder serait de faire du sur-mesure en fonction de la personne afin d'améliorer la prise en charge. Pour beaucoup, les médicaments sont des remèdes miracles qui soigneront tous leurs maux, d'où une idéalisation des traitements. On a vu les débats sur les CRISP. Au cours du suivi, ce traitement substitutif va progressivement changer de statut, passant d'un médicament vital à un médicament obsolète. Cette évolution du point de vue suppose également un déplacement des représentations médicales. La position de pouvoir absolu a un rôle classique de soutien et de soin. Se pose alors la question de la finalité de l'acte du médecin. Soigne-t-on le patient pour lui ou pour la paix de la société? Il pèse sur le médecin l'attente de son patient, mais également l'attente d'une société qu'il ne peut ignorer dans un contexte de santé publique. Le médecin se retrouve alors à la croisée éthique de lignes directrices variées, mais toutes traversées par la question de la normalisation. Ainsi, le but de la prise en charge d'une personne dépendante est double en rapport avec la norme, socialement
elle impose à l'individu de retrouver un comportement accepté par la majorité de la population, et pour le thérapeute, la norme est que le patient s'affranchisse de son addiction. Alors, pour le sevrage, l'arrêt total du traitement substitutif n'est pas un objectif en soi. Le sevrage est une démarche longue qui s'organise en plusieurs temps, adaptée à chaque individu. Si le but du médecin reste toujours le même, libérer le patient de son addiction, cette finalité ne pourra être qu'au bout d'un parcours obtenu, au bout d'un parcours souvent long. C'est pourquoi le moment de la première rencontre est primordial pour essayer de nouer une relation de confiance réciproque. Il s'agit d'une opportunité et surtout de permettre de pérenniser cette suite de la prise en charge. Quoi que le médecin suggère ou décide, l'indication de sevrage ne s'imposera pas et ne s'impose pas à l'usager. Il n'y a pas de consensus quant à un éventuel indicateur du moment le plus favorable à la mise en œuvre d'un sevrage. Comme nous l'avons vu précédemment, la stigmatisation des personnes dépendantes est une complication de plus à prendre en compte dans l'aide à apporter aux patients. La rechute peut faire partie du processus de sevrage et de guérison. Un projet de suivi soutenu durant le sevrage envisage la possibilité de ces rechutes, plaçant ainsi le patient dans une trajectoire cohérente et en l'y préparant psychologiquement. Le médecin doit se servir de ces rechutes comme un travail de prévention qui n'a pas pu être évité. Il doit aussi être en capacité d'expliquer au patient ce revers temporaire subi et comment il peut en tirer profit. J'en ai presque terminé, j'en ai pour 5 minutes même pas. Alors, initialement, le droit français s'est davantage intéressé au trafic et à l'usage illégal des produits stupéfiants qu'à l'individu lui-même. Le terme d'addiction y apparaît pour la première fois sur le plan triennal de 1999 à 2002, de lutte contre la drogue et la prévention des dépendances. Le terme réapparaîtra dans le Code de santé publique lors de la création des XAPA en 2003. Et donc ainsi, la législation se concentre plus sur le produit que sur le comportement, qui devient un frein au développement de l'addiction en tant que concept juridique. Au fil des années, la lutte contre les addictions a vu son cadre juridique évoluer. Elle a commencé par la loi du 31 décembre 1970 qui considère le consommateur de stupéfiants comme un malade, et ça a changé vraiment beaucoup de choses, et qui doit donc être désintoxiqué, soit volontairement en soins dits libres, soit par la contrainte via l'injonction thérapeutique. Donc ça, c'est les années 70. Et c'est durant les années 90, sous la pression des associations de lutte contre le sida et de la société civile, que la réduction des risques liés aux usages de drogue s'est introduite dans le droit français en 2004, dans le Code de santé publique, faisant partie d'un ensemble de lois, et elle a pour objectif de prévenir les dommages sanitaires, socio-psychologiques et infectieux liés à la consommation des substances psychoactives, dont les carudes, dont les distributeurs de seringues, etc., qui ont fait beaucoup de débats, aussi dans notre grande métropole. Par la suite, il a été autorisé donc l'ouverture de salles de consommation à moindre risque et 10 salles de shoot, encore aujourd'hui en phase de test. Et en France, la législation reste plutôt répressive et
prépondérant par rapport à la législation préventive. On pourra citer que l'usage de stupéfiants peut être puni d'1 an d'emprisonnement, de 3 750 € d'amende, et un trafiquant est passible de 10 ans d'emprisonnement et de 7,5 millions d'euros d'amende. En 50 ans, l'infraction pénale pour usage de stupéfiants est devenue la norme, alors qu'auparavant, elle était une exception. Cette évolution de jugement est en réponse à un contentieux de masse qui est devenu la consommation de drogue, avec un nombre d'interpellations croissant au fil des années, dont vous connaissez le débat aussi actuel sur certaines légalisations. Le code de déontologie médicale rassemble et codifie l'ensemble des devoirs professionnels comme l'indépendance professionnelle, la liberté de prescription, la qualité des soins, l'information et le consentement du patient. Et encore, j'en cite que quelques-uns. La prescription engage la responsabilité déontologique, civile et pénale du médecin qui l'a rédigée. Lorsque un patient décède et qu'il y a une action en justice, les dossiers sont saisis au cabinet des médecins ou à l'hôpital ou dans les différentes structures. Cette responsabilité est mise à l'épreuve quotidiennement. Il ne faut pas tomber dans une certaine complaisance vis-à-vis de sa patientèle. Comme le rappelle le code de déontologie, le médecin ne doit certifier que ce qu'il a lui-même constaté. Et ça, c'est une difficulté en addicto supplémentaire, parce que quelqu'un qui vient et nous dit « je suis consommateur et dépendant de telle substance, comment je peux l'évaluer, moi, en tant que clinicien ?» Donc, tout manquement est sévèrement puni par la loi et encadré par le code pénal. Le médecin a pour responsabilité de ne pas entraîner le patient dans une escalade thérapeutique, en particulier d'opioïdes, qui pourrait, au travers de cet abus de prescription, amener à une entrée dans la dépendance. Alors, j'ai encore 3 petites dias et pour conclure. Donc, le sujet de l'addiction a souvent été abordé et décrit dans la littérature concernant préférentiellement le point de vue médical. Mais nous nous sommes aperçus lors de la préparation de ce travail qu'il en était autrement concernant la problématique de l'éthique. Depuis quelques dizaines d'années, le médecin généraliste est au cœur de cette prise en charge. Du fait de sa proximité avec la population, les autorités de santé ont confié la tâche à ces derniers de prescrire les traitements substitutifs afin de favoriser une diffusion rapide et étendue de cette thérapeutique. Sachez quand même que quand la substitution par buprenorphine en 1996 a été autorisée en mise sur le marché, aucun médecin n'était formé, sauf les médecins addictologues. Et les médecins interrogés à l'époque disaient « Enfin, nous avons un médicament pour guérir les toxicomanes », comme on les appelait à l'époque. Notons que la littérature a montré qu'une prise en charge pluriprofessionnelle augmentait considérablement les chances de réussite. Et là, il y a quelque chose de loupé dans l'organisation. On ne peut mentionner l'éthique sans parler de la relation médecin-patient, notamment dans la pathologie addictive. Cette relation est d'autant plus particulière que la motivation aux soins venant de la part du patient dépendant est différente, car celle-ci peut être spontanée ou contrainte. Ce mode de prise en charge a permis de faire évoluer cette relation, passant d'une position médicale paternaliste inégalitaire à une relation dans laquelle le patient devient plus autonome, participant aux prises de ses décisions. Alors, ce n'est pas spécifique de la prise en charge en addictologie, mais elle devrait être aussi considérée comme ça sur le plan éthique. Une question se pose sur les décisions du patient lors de la prise en charge de son addiction.
comme nous l'avons vu, les opioïdes ont des effets importants sur le cerveau et cela n'est sans doute pas sans conséquence sur les processus mnésiques et donc sur les capacités de discernement de l'individu. Concernant la substitution, elle s'avère être une méthode plus encline avec les questions éthiques qui placent le patient au fur et à mesure de sa prise en charge dans une certaine indépendance quant à ses choix, et cela dans une temporalité en adéquation avec son détachement de la substance incriminée. Quant au sevrage, elle paraît éthiquement plus controversée, plus brutale dans son approche, avec une plus grande difficulté de prise en charge où règne la négociation des rechutes plus fréquentes et des complications plus importantes que dans la substitution. Il pèse sur le médecin l'attente de son patient et l'attente d'une société qui automatiquement l'engage à participer aux actions de santé publique. La société est soumise à des normes qui, dans le cas des patients dépendants aux opioïdes, tend à stigmatiser leur comportement déviant et à les marginaliser. La normalisation voulue par le médecin pose question en addictologie. On veut rendre le comportement normal du patient pour lui, mais finalement aussi pour le bienfait de la communauté, afin que celui-ci joue son rôle comme tout à chacun dans l'épanouissement de la société. Je n'oublie pas là les proches et la famille aussi qu'il convient de prendre en charge, mais ça m'aurait pris 10 minutes de plus. Concernant le versant juridique, la législation française tend plutôt vers une justice répressive, comme je vous le disais tout à l'heure, qu'une justice sanitaire afin de protéger le citoyen des dommages collatéraux qu'entraîne la vente de stupéfiants au dépit des consommateurs qui sont enfermés dans le cercle infernal de cette pathologie qu'est l'addiction. En conclusion, le médecin généraliste est en première ligne dans cette prise en charge qui doit être pluridisciplinaire. Notons l'importance de cette temporalité qui est essentielle au médecin, lui laissant le temps de réfléchir aux meilleures options quant à la prise en charge à réaliser, ainsi qu'au patient le temps de s'adapter à son nouveau mode de vie et à consolider ses choix. Les questions éthiques sont sensiblement similaires concernant les choix et les attentes du patient, la pratique du médecin et le but de la prise en charge. Mais notons que la méthode substitutive paraît éthiquement plus prédisposée à satisfaire les demandes des patients. Dans les perspectives, il faudrait avoir beaucoup plus d'études évaluant la place de deux modes de prise en charge, augmenter le nombre de recherches éthiques, déontologiques et juridiques pour éclairer sur le plan scientifique nos décideurs et étudier les processus décisionnels et interactionnels qui sous-tendent la dynamique des soins. Alors, quelques références, mais il y en a beaucoup plus que ça. Et puis, un merci aussi tout particulier à Christophe Claes, qui maintenant est à Londres, et à des jeunes internes que j'ai accompagnés, mais qui m'ont fait découvrir aussi beaucoup de choses. Voilà, merci. Merci beaucoup, Paolo. Je suis sans doute, j'aurai beaucoup de questions, mais je vais plutôt laisser la parole à l'Assemblée. Je me disais juste, dans la mesure où tu nous as bien fait comprendre que les médecins généralistes étaient ces professionnels de première ligne, je me demandais si dans leur formation initiale aujourd'hui, il y a suffisamment d'apports, de formation pour eux, pour leur
permettre d'aborder cette problématique qui est quand même très très complexe, j'ajouterais donc ça c'était une question. Une autre question concernait parce que la toxicomanie touche quand même beaucoup aussi les mineurs. Les jeunes mineurs. Donc, qu'est-ce qu'il en est justement de toutes ces considérations éthiques lorsque le médecin généraliste que tu es a en face de lui un mineur, et accompagné ou pas de sa famille, présentant des problèmes d'addiction? Alors, merci Joël. Par rapport à la première question, ce que je peux dire, c'est que il y avait eu un rebond de formation dans les années 2000 sur la dictologie. Et là, on voit une paupérisation de nouveau de la formation en addictologie auprès des étudiants. Pour preuve, il n'y a plus qu'un séminaire de 6 heures que j'anime, où nous sommes en 6 heures conduits au 3e cycle de médecine générale d'aborder toutes les addictions. Donc, vous imaginez la gageure. C'est que c'est juste des flashs. Hein. On ne va pas au fond des choses. Et ils se retrouvent souvent, on a évalué, hein, j'aime bien, en tant qu'enseignant comme vous tous, évaluer les actions que l'on mène. Et en fait, ils en sortent plus démunis qu'on leur a donné d'outils. Et souvent, quand maintenant il y a en médecine générale une façon d'évaluer les pratiques, c'est les récits de situations cliniques authentiques, où l'étudiant est obligé à réfléchir à la problématique de la prise en charge. L'addiction revient souvent, le contexte de la précarité induite, des renoncements aux soins, parce que tout ça, c'est lié. Hein, quand je suis préoccupé par la prise des produits, finalement, ma santé, c'est pour ça qu'on dit il y a une espèce d'ambiguïté et d'ambivalence dans le discours, c'est-à-dire à la fois la substitution a permis d'accompagner les comorbidités des patients en disant il faut que vous alliez consulter un tel et un tel, et à la fois il laisse. Alors la deuxième question, alors ça, je la reformule sur ma pratique. C'est ce qui est terrible quand on a 35 ans de pratique comme moi, c'est de sentir le profil d'un jeune que j'ai suivi et que je revois 10-15 ans plus tard en dépendant et en me disant qu'est-ce que j'aurais pu faire, quelle est la phrase que j'aurais pu utiliser à ce moment-là pour peut-être modifier un tout petit peu ce parcours. Un conseil bref, un accompagnement, une écoute plus attentive. Et face aux jeunes, on a de plus en plus de jeunes, effectivement, qui viennent en consultation avec des dépendances précoces. Précoces parce que c'est des appartenances au groupe. Comme autrefois, c'était le tabac. Maintenant, c'est le cannabis. C'est une réalité. Et puis, ça peut aller vers d'autres produits. Pardon. Merci. Oui, et puis avec les jeunes, pour les jeunes, un risque de décompensation psychotique qui est plus fort encore. Alors, ça, on fait des repérages précoces chez les jeunes pour voir s'ils ont des profils qui, en cas d'usage de cannabis, peut faire basculer vers un état psychotique, des bouffées délirantes aiguës, et puis après, une psychose maladie vraie. Moi, dans une fratrie, j'ai sur 3 garçons et une fille, les 3 garçons sont pris en charge en psychiatrie et dont l'un a fini par se suicider. Donc, pour vous dire, parce qu'ils ont fait des états psychotiques avec des délires majeurs. Merci. Je vais passer la parole à Jean-Denis. Oui, alors il y a une question de Colette Keller-Didier qui nous écoute. Il y a un certain nombre de personnes qui sont, vous savez, en visioconférence. Et j'ai demandé à Jean-François de poser la question. Alors, Colette Keller-Didier pose la question suivante. Il y a une quarantaine d'années, dans les associations, je pense précisément à Odyssée, avec laquelle j'ai travaillé, nous impliquions beaucoup l'entourage et la famille pour réussir le sevrage. Cela se fait-il toujours aujourd'hui ?
Alors, bonsoir, Madame Keller. On a beaucoup travaillé ensemble à nos époques ordinales respectives. Il existe des consultations spécifiques d'accompagnement des familles. Alors, ça s'appelle plus Odyssée, mais dans l'EXAPA, c'est pas uniquement un accompagnement à la personne dépendante, mais aussi à l'entourage. Alors, je dirais famille au sens large, Madame Keller, parce que ben voilà, les structurations sont différentes. Voilà. Est-ce que ça a répondu à votre question, Madame Keller? Tout à fait, oui, parce que pour moi, c'était l'idée du réseau dans lequel tous les professionnels, il y avait les travailleurs sociaux, il y avait la famille, il y avait la fratrie, médecins, pharmaciens, infirmiers, et tout cela. Il y avait même un accueil parent. Vous avez parlé de personnes de plus en plus jeunes, et nous acceptions de recevoir spécifiquement les parents. Donc, c'était vraiment un réseau qui fonctionnait bien, mais bon, il y avait aussi pas mal d'échecs, je dois dire. Mais je voulais savoir si ce genre de soins ou de réseau existait toujours. Voilà. Alors, j'aurais juste un terme. Odyssée, ça voulait bien dire ce que ça voulait dire, hein, mais à terme, on pouvait espérer comme un succès après un certain nombre de tribulations. Moi, j'ai deux questions. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas les sevrer entre 18 et 25 ans? Et puis, est-ce que finalement, il y a des facteurs prédictifs du succès du sevrage ou de la substitution? Alors, pourquoi entre 18 et 25 ans, et c'est ça l'ambiguïté de la littérature, ce qu'on sait, c'est que le risque de rechute et le parcours, en fait, ça s'appelle la trajectoire de vie c'est comme ça qu'on définissait d'ailleurs dans les années 90, la trajectoire de vie du toxicomane est pas encore suffisamment intégrée dans son schéma pour que la prise en charge soit efficace. Après, pour le sevrage, moi, j'ai suivi des patients où ça a été possible parce que à un moment charnière de leur vie, les choses ont changé. Ils ont eu une main tendue, ils ont reconstruit leur vie affective, ils ont pu reprendre leurs études. Je pense à des étudiants qui ont fini leurs études à la fac d'histoire et qui ont pu, à travers ça, s'orienter vers un sevrage parce qu'ils disaient, voilà. Alors, les critères d'éligibilité au sevrage sont à rechercher à chaque fois et à réévaluer au fur et à mesure du parcours de vie. Et je pense qu'honnêtement, actuellement, on se donne pas suffisamment de temps pour refaire le point au bout de 6 mois ou 1 an. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Voilà. Est-ce que ça veut dire qu'on peut combiner les deux finalement dans le temps? Sevrage ou substitution, c'est pas forcément une opposition entre les deux, non? Non, ben, il y en a certains qui, en fait, il existe des schémas où les gens sont sous substitution pendant un moment et ils nous disent, écoutez, je vais vous la faire courte, c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, j'en ai marre. Vous me changez ça et où effectivement on diminue par palier progressif et on arrive au sevrage. Ça, c'est tout à fait possible. Après, l'inverse est plus difficile, à moins qu'on ait suffisamment d'informations et d'accompagnement et de ressources. Et c'est là que dans la dépendance en général, la première ressource, et on l'a connu notamment en alcoolologie, le premier point ressource, c'est un autre qui est passé par là, qui puisse accompagner, prendre quelque part son bâton de pèlerin pour aller aider, voilà, faire du vrai compagnonnage et ramener vers les structures soignantes. Voilà, c'est plus dans l'autre sens que je verrai les choses, mais ça prend du temps. Y a-t-il d'autres questions, Frédéric?
la prise en charge de la toxicomanie, j'ai l'impression, et par expérience personnelle, que ça dure un certain temps. Et j'ai eu, lors d'expertise médicale, je veux dire, un besoin de recherche en bibliographie, et je me suis aperçu que on traitait les gens pendant un certain temps et après ils disparaissaient, mais on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Est-ce qu'on a un éclairage? Parce que c'était il y a à peu près une petite dizaine d'années. J'ai essayé de savoir ce que devenaient les gens de 50 ans, 60 ans, et on ne sait pas ce qui s'est passé. À un moment, on les traite pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, surtout en substitution, et un jour, ils disparaissent. Est-ce qu'ils sont morts? Est-ce qu'ils ont... Quelle était la solution? Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Est-ce qu'on a cette expérience? Non, on a beaucoup de perdus de vue. On a vraiment beaucoup de perdus de vue dans le suivi, même si c'est un suivi en institution. Alors, pour être un peu provocateur dans l'autre sens, on pense que dans quelques années, on aura des personnes qui rentreront dans les EHPAD avec des traitements de substitution. Mais ça a quand même été... Non, pour le moment, non. Oui, Francis Dallacio. Merci. Qu'est-ce que vous avez comme outil dans votre profession pour mesurer le bénéfice-risque? Parce que j'ai l'impression que le bénéfice-risque, là, c'est très, très, très important. Et est-ce que vous avez un suivi? Est-ce que vous avez des logiciels? Plus tard, est-ce que l'intelligence artificielle va pouvoir jouer un rôle dans votre profession? Ou alors c'est simplement toujours l'avis du médecin qui va décider au travers de ses consultations? Alors, moi, je travaille beaucoup avec... la professeure Albuisson qui travaille beaucoup sur l'intelligence artificielle en médecine. Je pense que dans ce domaine-là, rien ne remplacera jamais, et je parle à côté de Joël, rien ne remplacera jamais l'échange, l'écoute, la parole. Et l'évaluation passe par là, par le fait, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ce lien de confiance qui nous porte, qui est fondamental entre le patient. Si je mets en doute la parole du patient, en permanence, comme c'est fait souvent dans ce domaine-là, à ce moment-là, j'aurai du mal aussi à ce qu'ils me disent finalement à un moment la vérité. Donc, c'est difficile, c'est très, très difficile. Parce que certains, on est obligé de leur poser la question, mais est-ce que vous oseriez me le dire? Et des fois, ils disent, ben non, parce que sinon, vous n'allez pas me renouveler le traitement. Merci. Oui, une autre question. Des malades souffrent beaucoup et sont devenus dépendants sans le vouloir, sans le savoir, sans s'en douter. Admettons qu'on les mette en sevrage. Ces malades continuent de souffrir de façon insupportable. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ces malades qui souffrent beaucoup? Alors, ça, c'est le problème de la prise en charge de la douleur actuellement. Vous savez que les débats sont nombreux actuellement sur la fin de vie au niveau sociétal, mais sur la prise en charge de la douleur. Et certains témoignages disent, je vous cite un témoignage d'une personne qui avait une atteinte neurologique sévère, qui souffrait vraiment le martyre, qui a essayé toutes les molécules que voilà. Alors les antalgiques, mais aussi les traitements avisés qui agissent sur les douleurs neurogènes, rien ne marchait. Finalement, elle a tout arrêté. Elle a dit pourquoi prendre quelque chose. Bon, après, elle s'est tournée vers maintenant, vous savez très bien, les débats sur le cannabis et les dérivés du cannabinoïde. Elle s'est tournée par là. Bon, ben voilà. Mais vous voyez, je veux dire, là, c'est un autre débat. C'est le débat qui est celui de la prise en charge de la douleur. Elle n'est pas simple. Je crois qu'il faut avoir un discours honnête avec nos patients. Parce que quand on dit, à un moment donné, il y a 10-15 ans, on a entendu le discours que toutes les douleurs devaient être soulagées, ben désolé, il y a des douleurs qui ne peuvent pas être soulagées, il y a des gens qui ont travaillé en oncologie dans la salle, il y a des cancers qu'on ne peut pas guérir. C'est une réalité et
c'est difficile, ça évolue, mais là aussi, la prise en charge doit être pluridisciplinaire, doit être réévaluée, parce qu'un traitement antalgique qui a marché à un moment donné, c'est pas parce qu'il a marché à un moment donné qu'il faut le continuer tout le temps et le réévaluer, rediminuer le traitement pour éviter d'induire des dépendances comme on en a de plus en plus. Et là, c'est une catastrophe en Amérique du Nord. Hein. Et est-ce que, enfin, on a entendu dire que la période de la pandémie et du confinement ont augmenté justement ces problématiques addictives? C'est difficile à répondre. Il semblerait que ça a augmenté pour certains produits, mais pas forcément pour tous. Et je ne peux pas répondre là au niveau des opiacés, parce que c'est aussi c'est l'économie de marché, hein, il faut pouvoir aller les chercher. Hein. Donc, quand tout était confiné, c'était difficile, je pense, pour tout le monde. Oui. Vous nous avez dit comment agissaient sur le cerveau les opioïdes et les traitements de substitution, comment est-ce qu'ils agissent, eux, sur le cerveau? De la même façon, comme tout opiacé. Alors, comment se fait-il qu'ils ne rendent pas aussi dépendants que les opiacés? Alors, ce qu'on sait, c'est par rapport à un opiacé à courte durée, qui est l'héroïne. C'est des questions de demi-vie. Là, si je donne un opiacé à demi-vie, mais il y a des pharmacologues dans la salle, ils sauront mieux répondre que moi, mais si je donne un traitement à demi-vie longue, qui me couvre les 24 heures, voire parfois plus, 36 à 48 heures, j'évite cette sensation de variation qui peut être recherchée ou qui peut conduire à cet état de dépendance, c'est-à-dire recourir. La substitution cherche à quoi? À créer un plateau de crête de manière à ce que la notion du craving, de ce besoin irrésistible de prendre du produit à un moment donné, il soit saturé. C'est ça le mécanisme. Vous voyez, c'est ça la différence entre un opiacé à durée de vie courte par rapport à un opiacé à durée de demi-vie longue. Si je peux faire un petit parallèle, c'est la même chose avec le tabac. Avec le tabac, hein, celui qui est dépendant de la cigarette, il se shoot. Hein, moi, j'ai fait un peu de recherche sur la dépendance au tabac et sur les dosages des dérivés de la nicotine et de la cotinine. Quand vous fumez, en quelques secondes, vous avez un pic de nicotine cérébrale. Et quand vous substituez avec des patchs de nicotine, évidemment, vous avez un plateau. Et un certain nombre de sujets ne sont pas satisfaits de ce plateau par rapport à l'effet shoot. Hein, du fumeur, vous vous souvenez de tous les films d'autrefois, on tire 2-3 fois sous la cigarette et ensuite elle finit de se consumer dans le cendrier parce qu'on a eu son shoot et puis on reprend à un rythme plus ou moins régulier. Bien. Je pense qu'on peut arrêter là. On va remercier Paolo Di Patrizio de nous avoir vraiment montré en quoi cette question de dépendance aux opiacés, c'est un problème de santé publique, mais je dirais que c'est un problème sociétal d'une façon générale parce que on voit et c'est peut-être ce qui le différencie du tabac ou de l'alcool, un problème qui est vraiment à l'interface entre la médecine et le législatif. Il y a une mise en danger de l'individu, il y a une mise en danger de la société. C'est toute la difficulté pour la médecine de composer entre, vous savez, psychiatrie et justice. Et on est sur une crête là aussi. Et je retiens aussi la question difficile de pouvoir harmoniser ce qui relève du curatif, du soin, et ce qui devrait relever dans une société du préventif. Et c'est sûr que les médecins de prévention et le maillage territorial, là, vous êtes en première ligne. Après, on peut s'interroger sur quel est l'idéal qu'une société véhicule. Est-ce qu'elle va favoriser dans ces dispositifs, dans ces types de soins, est-ce qu'elle va favoriser une autonomie des membres d'une société ou est-ce qu'elle favorise plutôt, de quelque manière que ce soit, l'hétéronomie, c'est-à-dire de substituer une dépendance par une autre dépendance? Je vous laisse sur cette question-là. Merci. Oui. Colette. Parce que la société peut aussi avoir un rôle préventif finalement.
et pas simplement d'accepter, enfin, d'une manière générale, d'essayer d'accepter de tout tolérer. Non, les questions que tu poses, Joël, sont importantes et je pense qu'on aura peut-être l'occasion d'aborder ça ultérieurement. Vous avez peut-être remarqué une petite différence dans nos conférences et dans la façon dont elles sont menées depuis quelque temps. Vous avez vu que nous avons des personnes, Chantal et Joël, qui présentent, mais aussi qui animent et qui vont aussi faire un rapport. Et donc, dans les documents que vous recevrez, dans le bulletin en particulier, vous aurez un rapport sur les questions qui ont été posées et les réponses, parce que je pense que le rôle d'une académie comme la nôtre, c'est pas seulement d'entendre des conférences très intéressantes, mais aussi de débattre et d'avoir une opinion. Voilà, donc je voudrais vraiment remercier les intervenants. Colette souhaiterait dire quelque chose encore. Bon, Oui, eh bien que Colette s'exprime. oui, on arrive vraiment à la fin, mais je voulais surtout dire que tous les produits de substitution sont une façon quand même de réduire la délinquance, le trafic, et que, au point de vue société, c'est quand même un outil qui protège un peu la société. Voilà. Mais c'est pas une conclusion, hein, mais c'était une remarque par rapport à la dernière question qui demandait quelle était la différence entre un produit vraiment stupéfiant et puis les produits de substitution. Voilà, je pense que c'est la paix sociale aussi qui est en balance dans ces cas-là. Voilà, c'est tout.